Bonjour à tous, on voulait, avec Lucie, vous souhaiter tous nos vœux pour cette nouvelle année 2022. On vous souhaite beaucoup de joie, on vous souhaite de faire de belles rencontres, on vous souhaite de faire de belles découvertes. Et puis on vous souhaite surtout une excellente santé. On avait envie de démarrer cette année par un condensé de positif et d'optimisme. Et c'est donc notre deuxième bubble que l'on vous propose, cette capsule un peu plus courte que nos épisodes habituels, que nous avons choisi de vous présenter et de vous partager cette semaine. Elle est journaliste d'impact, elle a choisi de se focaliser sur les initiatives qui soignent le monde et elle nous propose de laisser les hard news, les dystopies et toutes ces nouvelles qui nous donnent envie de rester sous la couette pour porter un regard positif sur ce qui nous entoure et surtout passer à l'action. C'est Cyrielle Ariel qui nous fait l'honneur de passer de l'autre côté du micro. Et nous sommes très heureux de la recevoir après avoir enregistré avec Sylvain Raymond, co-auteur du livre Nos raisons d'être. Nous espérons que cette bubble vous donnera envie d'entamer 2022 joyeux et plein de motivation pour faire changer les choses. Bonne écoute. Allez, go. Alors aujourd'hui, on est avec Cyrielle Ariel. Bonjour Cyrielle. Bonjour Lucie, bonjour Romain. Bonjour Cyrielle. Et merci beaucoup de nous recevoir ici à BFM, dans la cafette. C'est chouette, il y a du bruit, il y a de la vie. Et merci surtout d'accepter de passer derrière le micro de Tipping Point. Parce que je crois qu'on partage une intention commune, celle de donner la parole aux changemakers pour faire naître des vocations, des envies de changement. Alors toi, je crois que tu parles de journalisme de solution, de journalisme d'impact. Tu vas nous en dire plus. Cyrielle, tu présentes la chronique Objectif Raison d'être sur BFM Business. Tu as écrit cette année un super livre dont on a parlé avec ton co-auteur Sylvain Raymond sur le podcast. Tu as une voix qui porte, une voix qui compte. Et tu vas nous en dire un petit peu plus. Mais je crois que le premier qui t'a inspiré, c'est Michael Jackson, qui dit notamment if you want to make the world a better place, take a look at yourself and make then a change. Exactement. Man in the mirror. Voilà. Et avec mon anglais un peu naze, mais donc si tu veux changer le monde, commence par changer la personne dans le miroir. Cyrielle, qui es-tu? Qui est cette personne aussi dans le miroir? Quels ont été tes tipping points? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? La personne devant le miroir, je pense qu'elle évolue tout le temps d'ailleurs. Et effectivement, le tipping point a été en 2014. Et aujourd'hui, c'est un de mes tatous d'ailleurs, Man in the Mirror, que j'ai mis en Women in the Mirror. Effectivement, en fait, je pense que c'est important d'avoir une figure modèle, quelqu'un qui nous inspire. Quelqu'un avec laquelle on grandit. Et alors parfois il y en a qui n'ont pas forcément la chance de grandir avec des parents biologiques, d'autres des parents tout court. En tout cas, il n'y a pas de rôle ou de figure modèle. Et moi, je me la suis créée. Et c'est pour ça que dans mon premier livre, Faire battre le cœur du monde, je dis que j'ai été éduquée, j'avais un doudou sonore. Et ce doudou sonore, effectivement, c'était dès que j'avais un moment de bad, qui est un autre de mes tatouages d'ailleurs, dès que j'avais un moment où je me sentais seule, je me sentais pas soutenue ou pas aimée, c'est vrai que je me mettais certaines de ces musiques, dont celle qui chante Tu n'es pas seule, You are not alone. Et c'est vrai que j'ai grandi comme ça jusqu'au jour où, à 26 ans, je regardais surtout et j'étais très focus sur ces clips engagés. Et je me suis dit, et si j'allais sur le terrain? Mais effectivement, j'ai grandi sans avoir forcément une admiration du côté de la mère ou du côté du père pour X raisons qui me regardent et c'est mon karma, c'est mon enfance. Et effectivement, et ça m'a donné l'envie d'aller sur le terrain, d'aller voir ce que c'était que les enjeux humanitaires. Et ça m'a porté dans des camps de réfugiés. Et 3 semaines après ce voyage au Bangladesh, auprès des réfugiés Rohingyas, j'ai été opérée du cœur grâce à ce voyage. Et là, c'était un véritable tipping point. Et je pense que c'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui. J'ai aussi un autre tatou qui est Heal the World sur ma main gauche, côté du cœur, qui effectivement, quand je tombe au micro, aujourd'hui, maintenant, depuis donc que je suis, on va dire, cette nouvelle Cyrielle, depuis qu'elle a sa prothèse dans le cœur, c'est quelqu'un qui veut à chaque fois heal the world, le soigner. Pas changer,
mais le soigner. Je pense que le monde va très bien, c'est simplement qu'il faut le soigner parce que l'homme a créé des mots, MAUX, et aujourd'hui, effectivement, il y a, on va dire, il y a une schizophrénie au niveau de l'humanité. Il y a ceux qui détruisent et ceux qui soignent. Et j'ai décidé de faire partie de la famille de ceux qui soignaient. Et à mon humble échelle, en tant que communicante, c'est de montrer, de tendre mon micro sur des porteurs de projets, des initiatives, des parcours pour inspirer le plus grand nombre, ce que vous faites très bien aussi tous les deux. Qu'est-ce qui t'amène vers le journalisme et au tout départ Oprah Winfrey, parce qu'elle avait interviewé Michael Jackson à Neverland et que je me suis dit, cette femme, elle est extraordinaire. C'est un soleil, elle est issue de la diversité, elle s'est faite toute seule. Et elle interviewe celui que je rêve d'interviewer. Donc je me suis dit, mais si j'étais comme elle, peut-être que j'aurais accès à Michael. Mais ça m'a guidée. Et aujourd'hui, en plus, voilà, j'ai rencontré des gens qui l'a côtoyé, qui m'ont conforté ses engagements, sans passer au travers des gros titres qu'il a pu faire, des choses négatives. Et moi, c'est ce qui véritablement m'a poussée. Et aujourd'hui, voilà, je me trouve chaque jour depuis que je suis, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon purpose. Je sais pas encore où ça va m'emmener parce que ça évolue tout le temps, que ce soit la protection de la biodiversité, que ce soit l'entrepreneuriat social, que ce soit aujourd'hui, là, ça y est, j'ai ma passion sur la protection des requins, etc. Mais bon, en tout cas, communiquer, protéger, je pense que ça fait partie aujourd'hui de mon ADN. C'est quoi le rôle des médias aujourd'hui, justement, dans cette communication ? C'est d'éveiller, le rôle des médias reste le même, sauf qu'il y a, heureusement, enfin, c'est comme un médecin, il a plusieurs spécialités. C'est comme nous, dans le journalisme, il y a ceux qui vont faire de l'investigation, on en a besoin pour dénoncer, et il y a ceux qui vont des reporters de guerre qui sont sur le terrain sur les hotspots, donc la hard news, et ils sont là également pour nous montrer ce qui se passe. Et puis il y a ceux côté un peu plus social ou sociétal ou environnemental, on est là aussi pour montrer qu'il y a des créations d'emplois, il y a des super bonnes idées qui se font et qui répondent aux enjeux des 17 enjeux du objectif de développement durable des Nations Unies, par exemple. Donc c'est simplement qu'on a tous quelque chose en nous de vouloir montrer, mais chacun a sa spécialité. Et donc moi, depuis du coup mon changement de vie, mon opération, donc depuis 2015 où j'ai lancé mon blog, mon rôle c'était d'aller montrer ce qui se faisait de bien et véritablement de prendre le parti allons voir les solutions. C'est qui ces porteurs de projets ? Ce sont qui ? C'est quoi toutes ces actions, ces plantations d'arbres, ces réductions d'empreinte carbone, ces startups sociales et sociétales et environnementales. Donc moi c'est ça qui m'anime et c'est et les lanceurs d'alerte aussi. Actuellement voilà, depuis cet été où j'ai replongé avec les requins, effectivement je suis en train d'identifier les plus grandes personnes qui ont des voix sur la protection des requins, qui font de l'apnée avec eux, qui plongent avec eux et qui arrêtent de se dire il y a un délit de sale gueule, ce sont des mangeurs d'hommes, et en fait ils sont en train d'utiliser les images sur les réseaux sociaux de ces prédateurs incroyables, et sans eux la biodiversité marine ce serait une hécatombe, et en fait on doit les protéger parce que ils sont vulnérables et que on en abat 100 millions par an et qu'ils font partie de la chaîne alimentaire. Je suis toujours de vouloir protéger les plus vulnérables, et je pense que je ferai ça jusqu'à la fin de mes jours. Nous, on adore ta chronique. C'est une émission, surtout. Ouais, et ton émission, et en fait... Mais il y a une chronique qui s'appelle Impact aussi. Qu'est-ce que tu réponds à celui qui te dit qu'à son échelle, son impact est négligeable ? Moi, j'entends plus ça, en fait. Je pense que quand j'ai commencé en 2015, 2016, on était là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Aujourd'hui, on est bientôt dans quelques mois, on sera en 2022. Je pense que ça y est, on a tous compris qu'à notre échelle, on pouvait faire quelque chose. Ça peut être dans les gestes du quotidien, ça peut être de par notre business model, c'est aussi par nos engagements citoyens, le bénévolat, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chacun peut faire sa part. Par contre, voilà, chacun a un engagement. D'autres, ça va être plus côté sociétal, et d'autres, ce sera plus l'environnement. Chacun a son prisme, mais chacun peut tendre la main à, on va dire toujours à une des 17 enjeux, des Nations Unies. Mais chacun peut faire sa part. C'est autant dans l'achat, dans notre consommation pour qu'elle soit plus responsable. C'est aussi au niveau de la mobilité. Et puis ensuite, ça peut être également du bénévolat, du mécénat. C'est partir en congé solidaire et donner des cours de français. C'est quand on est une entreprise, c'est faire des dons de lunettes, de vues pour des camps de réfugiés, des enfants. Tout le monde peut faire sa part et on l'a tous compris, que l'on soit citoyen, que l'on soit parent, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit salarié, on peut tous faire une action au quotidien. Moi, je veux bien qu'on revienne un tout petit peu à toi, Cyrielle. Tu parles très rapidement de cette opération du cœur. C'est véritablement ça qui te donne envie de t'engager.
Tu vois, est-ce qu'il y a, parce que quand on t'écoute, on a vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après. Est-ce que tu crois, enfin, tu vois, est-ce que s'il n'y avait pas eu ce gros la peur souci de la mort, de santé, tu serais là où tu es aujourd'hui? Clairement pas. J'étais en 2014, je venais de quitter un an, 8 mois auparavant le groupe Canal+. J'étais journaliste plutôt côté animalier. Et d'ailleurs, c'est en quittant cette rédaction au bout de 3 ans que j'ai arrêté de manger les animaux. Et vraiment, mon changement a commencé par là. Donc déjà, ça a commencé. Et puis même, je viens de faire un live avec Capitaine Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, pour justement inciter à signer cette directive contre le shark finning au niveau européen. Donc l'abattage aux ailerons de requin. Et j'ai perdu le fil. Non, pas de souci. Ma question, c'était, est-ce que s'il n'y avait pas eu cette opération du cœur, tu en serais là? Tu sors de Canal. Ouais. Tu sors de Canal. Ah oui, je sors de Canal, etc. Et là, j'ai cette conviction que voilà, j'ai envie de faire quelque chose. Et effectivement, j'ai frôlé la mort et je me retrouve dans les camps de réfugiés, donc et le tout en l'espace d'1 mois. Donc effectivement, d'avoir été au plus près d'une des populations des ethnies les plus vulnérables au monde, que sont les Rohingyas, ils sont plus d'1 million. Ils sont apatrides. Donc apatride veut dire pas de carte d'identité. Donc en fait, il y a aucun État qui peuvent les protéger. Donc ils peuvent absolument rien faire ni travailler. Enfin, tu vas faire quoi dans le camp? C'est quoi ton rôle et... Je vais pour faire des interviews sur le terrain pour étoffer un projet que je voulais présenter en télé, pour faire du documentaire sur les humanitaires justement. Et c'est là qu'on me décèle ma pathologie cardiaque. Et effectivement, le fait d'avoir, grâce à ce voyage humanitaire auprès des Rohingyas, on me détecte une pathologie et que depuis ma naissance, j'avais un trou dans le cœur, je me dis, il n'y a pas de hasard. Moi qui étais véritablement en train de chercher qui j'étais, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah oui, là, j'avais la réponse. Ça sert à rien de chercher 1000 ans. J'avais là le signe de l'univers qui me disait, bon, bah, regarde, un voyage humanitaire t'a sauvé, comment tu peux le rendre cocotte? Et je me suis dit, ok, bon, je l'ai pas trouvé tout de suite parce que j'étais sous médoc, j'étais un légume, etc. En revanche, après, je me suis dit, si j'allais tendre mon micro comme ces humanitaires qui changent le monde, enfin, qui soignent le monde d'ailleurs, c'est encore plus juste, qui soignent véritablement le monde. Et c'est comme ça que j'ai vraiment pris le parti en disant, je suis une autre personne. Et je voulais avoir du sens dans ce que je faisais. Et le sens pour moi, c'était, voilà, aller voir les personnes qui avaient des solutions pour penser les maux de notre société. Et en 2015, du coup, on est à peu près, c'est ça, en 2015. Je lance mon blog. Tu lances ton blog. Et après, comment est-ce que c'est perçu? Comment est-ce que c'est reçu? Tu vois, peu importe, c'était la blonde qui faisait des cœurs, parce que je faisais le mouvement du cœur à 2, qui est devenu très commun. Il y en a même sur nos emojis et sur toutes nos applications, etc. Mais peu importe, moi, c'était ma renaissance. J'avais une prothèse dans le cœur. Ma vie venait d'être changée. Ça a été très brutal, parce que d'apprendre du jour au lendemain qu'on est né mal formé alors qu'on a 27 ans, c'est un peu brutal. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon mouvement de la photo-cœur, avec plein d'inconnus, plein d'entrepreneurs, des personnalités comme le Dalai Lama ou Schwarzenegger, etc. Mais peu importe. Mais voilà, à chaque fois, il y avait aussi un message. C'était la nouvelle personne que j'étais. C'était mon message. Et c'était aussi le cœur, bah voilà, qu'on reconstruit à 2 parce qu'on a besoin d'être un peu plus solidaires entre nous, en tout cas. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, voilà, il y a eu Ushuaïa TV, il y a eu Europe 1. Et puis voilà, depuis 1 an et demi, je m'éclate à porter ces valeurs-là d'un point de vue économique, parce que sans les entreprises, on peut pas avoir véritablement d'impact conséquent dans la société. Et donc, quand on voit qu'il y a une effervescence incroyable au niveau du tissu économique, et notamment plus un focus sur les dirigeants français, bah, je trouve ça formidable et c'est ça m'anime. Quels sont les changemakers qui t'ont le plus marqué dans toutes les rencontres que tu as pu faire? Il y a toujours cet Américain qui avait 12 ans, Jackie Jackson, en septembre 2017, à l'époque où j'étais sur Europe 1, qui distribuait en parallèle de ses activités scolaires et de l'école des sacs de charité au SDF dans les rues de Chicago. Et son but, c'était par exemple d'en distribuer 5000 avant la fin de l'année. Et quand je scrolle les réseaux sociaux en décembre 2017, je vois qu'il a distribué 5000 et que c'est un tweet de Barack Obama qui parle de lui. Et je vois une photo de Jackie et de Barack Obama ensemble. Et il était en plus encore président. Donc j'ai trouvé ça génial d'avoir un enfant de 12 ans qui a la reconnaissance de son président simplement parce qu'il a fait une action, on va dire, sociale.
Et moi, c'est l'une des plus belles histoires. Et c'était pas juste, tiens, il y a le Barack Obama, je vais faire un selfie, je le poste sur les réseaux sociaux. Non, c'était, je vois des personnes SDF dans la rue, j'essaye de faire quelque chose à mon action. Enfin voilà, je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle, pardon. Et en fait, il a juste la reconnaissance de son président, en fait. Et ça, je trouvais ça extrêmement fort. Et ça, pour moi, ça fait partie des plus belles rencontres. Après, il y a eu John Isaac, qui a été le photographe officiel de Michael Jackson de sa dernière tournée, mais qui a aussi travaillé pendant, je sais pas, 20, 30 ans pour les Nations Unies. Il était photojournaliste, il était avec Audrey Hepburn sur le terrain, il était avec Kofi Annan. Enfin voilà, il a couvert des guerres, des conflits, des indépendances aussi. Enfin, c'était incroyable. Donc quand j'ai rencontré cet homme, ça m'a bouleversée. Mais après, j'en ai plein d'autres. Mais moi, à chaque fois, de toute façon, toutes ces personnes qui, voilà, peu importe leur âge, de 80 ans, avec Jane Goodall, à Sylvia Earle ou à Jean-Michel Cousteau, en passant par Jackie Jackson de 12 ans, ils sont tous animés par vouloir avoir un impact, voilà, laisser quelque chose dans la société. Et c'est ce qui anime d'ailleurs ces 37 leaders de notre ouvrage avec Sylvain Raymond, Nos raisons d'être. C'est, voilà, se rendre utile, transmettre et aussi avoir un impact positif sur la société. Ça, c'est ce qui anime, je pense, voilà, énormément de personnes comme vous deux. Ouais, tu nous tends la perche, donc je la saisis sur le livre que on a déjà recommandé plein de fois, qui est absolument génial. Comment est-ce que toi t'as vécu l'écriture de ce livre-là, tous ces entretiens, ces rencontres avec ces leaders inspirants, comment vous les avez aussi choisis? Tu vois, pourquoi ces 37 là? Parce qu'il y en a encore plein d'autres qui font des superbes choses. C'est ce qu'on a dit à Sylvain, parce qu'on nous a dit oui, et nous. En fait, on a dit on fait pas une bible, on fait pas un annuaire des changemakers. On fait notre premier livre. On l'a lancé ça, et merci d'ailleurs à tous ces dirigeants qui nous ont répondu, parce que c'était l'été 2020 et c'était pas évident. Mais voilà, c'était déjà 37 écrits en quelques mois, donc c'était déjà pour nous un super challenge pour tous les deux. Et encore une fois, c'était pas un annuaire. C'est le début d'une aventure. C'est ceux qu'on avait déjà interviewés aussi. C'est ceux qu'on connaissait déjà, qui avaient quand même croisé notre chemin, à Sylvain et moi. Donc, il y avait de la confiance. De la confiance, des personnes que j'avais rencontrées dans mon ancienne vie, dans celle de BFM Business, dans mon émission Objectif Raison d'être. C'était aussi des contacts de Sylvain. Donc, bien évidemment, qu'on a été vers ceux que l'on connaissait. On connaissait déjà leur business model, leurs convictions, leurs valeurs. Donc, ça a été une évidence. Après, on verra s'il y a un tome 2. Mais ça a été, voilà, un challenge énorme de recueillir 37 interviews, de les refaire valider, de tout modifier. Enfin, c'était titanesque. Mais c'était une évidence, et parce que ce sont les acteurs qui sont les plus actifs pour nous. Moi, c'est hyper agréable parce que t'es hyper optimiste. Enfin, vraiment, tu dégages quelque chose, tu rayonnes. Est-ce que parfois t'as des moments de doute? Est-ce que parfois tu crains qu'on ait du mal à inverser la tendance, qu'on n'y arrive pas, tout simplement? Je suis un peu biaisée, dans le sens où ma réponse est forcément biaisée, mais parce que je suis dans un écosystème hyper dynamique, où chaque jour, chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs sociaux, des dirigeants qui changent leur business model, qui étoffent leur feuille de route. Donc moi, à chaque fois, j'ai l'impression que la vie est gorgée d'action. Là, en parallèle, je te dis, j'ai cette passion sur la protection des requins, où chaque jour, vu les algorithmes, on me pousse que des personnes qui les protègent, qui font des conférences dessus, qui font des plongées, enfin des tours, des dive centers, enfin des tours exprès de plongée sous-marine avec les requins pour les protéger, etc. Donc de ce point de vue, je suis hyper optimiste. Après, j'ai aussi des grands titres qui me disent voilà, aujourd'hui c'est 30 000 élans de requins qui ont été retrouvés en Colombie. Bon, là oui, je me suis levée ce matin, j'avais envie de gerber. Forcément, on voit ça. D'ailleurs, super la Colombie d'avoir arrêté ce commerce illégal, enfin en tout cas d'avoir intercepté tous ces ailerons. Mais je me dis, derrière chaque aileron, c'est un requin qui est mort, de 4 espèces différentes. Et là, ça me donne envie. J'ai le tournis, bien évidemment, que j'ai envie de vomir. Mais je me dis, c'est pas le moment de lâcher. Je me dis, mon cœur bat, j'ai ma protège. Je me dis, il y a pas de hasard. Tant que mon cœur battra, je me battrai pour ceux qui en ont besoin, et à mon niveau, parce que et chacun on peut le faire. Je pense que c'est bien d'avoir un ou deux sujets, à chaque fois, un ou deux combats, et essayer à chaque fois d'aller au bout. Mais je pense que c'est pas le moment de baisser les bras, parce que l'humanité, on est bientôt 10 milliards sur cette terre, et si on baisse les bras, c'est vraiment pas le moment. Et comme tout le monde le dit, notamment dans ces grandes institutions, il nous reste 10 ans pour agir. Eh ben, allons-y.
Et justement, juste avant qu'on prenne la parole là, tu nous disais, il y a des endroits où on peut vraiment être beaucoup plus en proximité avec ces initiatives. En tout cas, on peut lire aussi des messages positifs qui nous donnent envie d'agir, parce que c'est vrai que quand on allume la télé, quand même, on a plus 9 chances sur 10 d'écouter et de voir. Ça dépend quel canal. Si tu te réveilles et que tu mets National Geographic, non. Si tu te réveilles et tu regardes de la hard news, bah forcément. Là-dessus, je suis plus d'accord, parce qu'on dit oui, mais quand on allume, oui, mais change de fréquence en fait. Si tu regardes Ushuaïa TV, si tu regardes National Geographic, si tu regardes Discovery Channel, etc., bah tu vas voir autre chose. Si tu regardes de la hard news, si tu regardes que des films de guerre, si tu regardes que des documentaires, bah forcément tu vas être imprégné. Changer. Si tu lis que des choses négatives, forcément, bah change d'ouvrage. Donc là-dessus, je suis pas. Regarde ce que tu. Moi voilà, je regarde beaucoup de documentaires. Je regarde. Ça dépend ce que tu regardes. Si tu te mets sur, je sais pas, oui, des chaînes de documentaires animaliers avec des inspirations, etc., tu verras des choses hyper belles. Si tu regardes que de la hard news, forcément, tu auras la promesse de la chaîne. Donc, c'est à toi de changer ce que tu veux regarder. Et ta fréquence aussi de radio, ça dépend ce que tu écoutes. Un peu comme le consommateur, finalement. Tu dis, change ta manière de consommer, tes achats. Mais c'est une évidence, en fait. T'as envie, moi, voilà, mes algorithmes aujourd'hui me pushent sur Instagram. J'ai que des influenceurs, des personnes qui ont des photos sous l'eau avec des requins. Même parce que j'arrête pas de liker ça en ce moment. Donc, du coup, les algorithmes me poussent ça. Je suis dans mon univers. Voilà. Aujourd'hui, depuis 1 mois et demi, je suis imbibée, imprégnée par cet univers que j'ai hâte de retrouver, par exemple. Mais si je likais que des choses catastrophiques, etc., bah, j'aurais des images de guerre tout le temps sur mes algorithmes. Donc, véritablement, c'est simplement, il faut changer. C'est changer ses énergies. C'est aussi changer la fréquence. C'est changer ce qu'on regarde. 37 leaders avec nos raisons d'être. C'est quoi, toi, ta définition du leader ? Une personne qui inspire, qui fait bouger les lignes de manière bienveillante, qui fait sa petite place et qui est vraiment l'idée par ses propres valeurs et convictions. Elle n'est pas l'idée par son ego, mais l'idée par l'envie de changer les choses. Et une personne qui veut protéger quelque chose et qui le fait vraiment avec conviction, passion et amour. C'est ça pour moi un leader. C'est quelqu'un qui va vraiment va être motivé, va être poussé, va être gorgé d'énergie positive, à vouloir faire bouger les lignes pour protéger quelque chose, par exemple pour préserver, pour protéger, pour l'amplifier. Donc c'est quelqu'un qui a l'idée et qui a envie d'être en phase avec ses propres valeurs et donc du coup de l'incarner dans son business ou dans son association. Et alors aujourd'hui, ton micro, c'est un peu comme une baguette magique. En tout cas, tu t'en sers bien pour éclairer les parties que tu as envie d'éclairer. Mais avec une vraie baguette magique, tu fais quoi ? Avec une vraie baguette magique, là, comme je suis complètement imbibée de monde des requins, j'arrête le commerce illégal des requins. Et on va dire que ce serait on va éviter l'abattage de 100 millions de requins chaque année, mais juste le requin, c'est le haut de la chaîne alimentaire de l'océan. Et si les requins disparaissent, c'est toute la chaîne alimentaire qui va disparaître. Sauf que l'océan, c'est 70% du globe, voire 71%. C'est une respiration sur 2 qui vient de l'océan. C'est un formidable régulateur climatique qui prend également le CO2. Donc, je reprendrai cette phrase qui pour moi est l'un de mes leaders, c'est le capitaine Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, qui l'a créé en 77. Il dit « If the ocean die, we die ». Donc effectivement, on dépend de l'océan. Donc si demain, tout s'effondre du côté de l'océan, ça va avoir une catastrophe sur le dérèglement climatique, sur la qualité de l'air que l'on respire. Donc on va dire le focus, là, tout de suite, si on doit choisir un sujet, là, ce serait ça, par exemple. Et tu dis depuis 1 mois et demi, on sent que tu es vraiment passionné du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi là le tipping point qui fait que tu vois, c'est vraiment un combat que tu portes ? Et j'ai plongé avec des requins en 2018 pour la première fois. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que j'avais cette appréhension qui est universelle de dire le requin va forcément vouloir me manger. Et là, je me suis dit, c'est marrant, il n'avait strictement rien à faire de moi. Je me dis, c'est une bonne nouvelle. C'est faux alors ce que j'entends depuis des années. Et là, cet été, du coup, ça faisait 3 ans que j'avais pas plongé. Mon moniteur me dit, vas-y, approche-toi, je te fais des photos. J'étais là,
il s'appelle Alvaro. Je dis Alvaro, t'es sûr que je m'approche des requins? Et en fait, je me suis approchée des requins. Et encore une fois, je me suis dit, ah ouais, le requin, il s'en fiche strictement de moi et de lui d'ailleurs. Et après, j'ai commencé à m'intéresser de nouveau à leurs causes, à leurs enjeux. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a un formidable documentaire qui s'appelle Seaspiracy, qui est sorti sur Netflix au mois de février 2021. Qui dénonce aussi ce fléau. Il y a aussi le documentaire Fins, qui est sorti sur Discovery Channel, comme quoi, voilà, ça dépend de ce qu'on regarde. Ouais. Qui dénonce aussi cet abattage, ce gros fléau. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, les requins, on n'y pense pas, on est là, on est dans nos vies, machin, on s'en fiche du requin. Non, le requin, c'est extrêmement important. Et ça me rappelle quand j'ai commencé en 2012-2013, journaliste animalière, je parlais déjà de ce fléau qui finalement ne cesse pas. Et c'est là, en nageant avec eux, que je me suis de nouveau mise à les aimer. C'est ce que disait le commandant Cousteau. On protège ce que l'on aime. Et là, cet été, j'ai vraiment pris plaisir à nager avec eux, à vouloir les avoir derrière ma GoPro, à vouloir même, j'ai touché des bébés requins à Pointe Blanche. Et là, je me suis dit, mais c'est trop mignon. C'est horrible de les pêcher, de les remonter dans un filet, de leur arracher à vif un aileron, puis de le laisser couler et mourir comme ça. C'est comme si on nous prenait nous coupait nos 4 membres, on disait bah vas-y, vis cocotte. Non, tu meurs en fait, tu meurs et puis en plus ça fait ça de manière très lente et en plus ça fait mal. Et ben c'est ce qu'on fait. Sauf qu'on va dire l'humanité dépend aussi de cette espèce-là et parce que si encore l'océan qui est un puissant régulateur climatique s'effondre, là, il y a un gros problème. Donc voilà, et c'est là que je me suis dit, mais comment je peux, à mon échelle, moi qui adore plonger, qui veut retourner dans l'eau, comment à mon échelle, en tant que, voilà, je sais pas, journaliste, j'espère plutôt bientôt réalisatrice, etc., je peux avoir un impact. Donc je me dis, voilà, et si tu faisais un documentaire là-dessus, on allait voir tous ces gens incroyables qui sont des shark lovers et qui sont justement, veulent le protéger. Et là, il y a même un Australien qui s'appelle Paul et en fait il a eu un accident de requin il y a une dizaine d'années, il a perdu une jambe, un bras et aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait? Il plonge avec eux, il fait de la sensibilisation et il veut protéger les requins. Et il y a un documentaire aussi, son histoire me parle. Il y en a plein, c'est devenu un auteur, c'est devenu un super speaker et il y a des histoires incroyables. Ouais. J'ai envie d'aller voir toutes ces personnes qui sont pour moi inspirantes et au moins voilà pour encore cette cause et puis après on verra. Mais je marche au projet. Mais voilà, je suis guidée par mon cœur. En tout cas, ça, c'est une évidence. Qui te permet de plonger, qui te permet de courir, qui te permet... faire du saut en parachute, qui me permet de vivre. Et merci la médecine pour tout ça, parce qu'effectivement, je reste pas en place. Chouette. Merci beaucoup, Cyrielle. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup pour ce que vous faites, parce que ça me rappelle moi quand j'ai commencé en 2015. Et d'écouter ces convictions, ça a d'autant plus de sens, vous, aujourd'hui, parce que vous êtes des parents et que vous êtes dans la transmission et que je pense que vous êtes l'idée aussi par vos enfants. Et donc, merci beaucoup à vous, en tout cas, de vous être intéressés à nos raisons d'être et merci pour ce que vous faites. C'est top. Tu nous as donné un shoot d'optimisme. Tu nous as remis dans le cœur et de regarder aussi avec le cœur et on trouve ça hyper agréable. Fait partie, le mot amour est un mot qu'on emploie régulièrement et voilà, make the change. Regardez la personne dans le miroir et allez-y, mettez-vous en mouvement. Il n'y a pas de petites actions, il y a que des actions qui sont utiles et qui servent le vivant. Et comme dit Yann Arthus Bertrand, agir rend heureux. Et ben voilà. Allez, action. Merci Cyrielle. Merci beaucoup.